united in diversity. We are very heterogeneous in our opinion. If we do not renew our partnerships with the rest of the world, Europe will not be relevant. We can make it if we are together as Europeans. Do you genuinely believe that countries will manage to reach these very ambitious targets? Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième audition des débats Politico-Europanova, Europanova Politico, puisqu'on est dans les locaux d'Europanova à Paris, avenue de New York, dans le 16e. Et pour cette deuxième édition, après Jordan Bardella la semaine dernière, et puis le 17 avril, Raphaël Glucksmann, c'est Valérie Hayer. Valérie Hayer, députée européenne, Renaissance, mais aussi présidente du groupe Renew au Parlement européen, qui est une des grandes forces politiques européennes, une force qui aime se présenter comme centrale. Alors, quelques mots sur Europanova. Europanova est, l'idée en tout cas est née dans la nuit du 21 au 22 avril 2002, avec la conviction que le monde était en transformation radicale et que nous allions faire face à de très nombreuses crises. Et donc il était important de faire émerger des générations de citoyens qui soient aptes à la complexité et des générations de leaders qui soient aptes à rassurer les citoyens dans un monde où les angoisses augmentent et surtout à leur donner des perspectives, et notamment des perspectives européennes. Et puis la deuxième conviction d'Europanova, c'est qu'il fallait des lieux de débat transpartisans qui puissent accueillir toutes les forces et qui donnent du style, du goût au débat européen, parce que souvent le débat européen c'est ennuyeux. Et donc avec Politico, on a décidé de faire un format qu'on n'espère pas ennuyeux, où on va à la rencontre d'un candidat, plutôt que de faire 8 candidats en rondognon auxquels on pose à chacun une question pour laquelle il a 30 secondes pour répondre, ou 1 minute 30 s'il prend tout son temps. Il nous paraissait important de donner du temps aux candidats, mais aussi aux citoyens, pour voir les personnalités, voir les bilans quand il y en a, voir les perspectives, et donc que ça soit une vraie rencontre. Puis Europanova, c'est le débat d'idées depuis au moins 2005, puisque c'est le lieu où, pour la première fois, l'idée d'un nouveau traité a été identifiée, l'idée de la démocratisation d'Erasmus, l'idée d'une feuille de route pour une renaissance européenne exprimée le 9 mai 2016 en anticipation du référendum britannique, où la première fois aussi on a discuté de la régulation des plateformes. Et aujourd'hui, le travail sur lequel Europanova a travaillé avec 46 personnalités de tout le continent, c'est une réflexion sur quelles peuvent être les perspectives communes pour les Européens dans un monde en transformation radicale à l'horizon 2040. Et donc c'est à la fois une contribution au débat sur les élections européennes et aussi une réflexion sur comment nourrir ce qu'on appelle l'agenda stratégique, puisque en même temps que les élections européennes ont lieu, les chefs d'État et de gouvernement définissent les grandes priorités de l'Union. C'est ce qu'on appelle l'agenda stratégique et donc le programme de travail du Parlement, de la Commission et du Conseil. Alors, je ne sais pas, Valérie Hayer, si vous avez eu ce rapport, mais je suis très heureux de vous le remettre en main propre. J'ai fait la même chose avec Jordan Bardella. Donc vous pourrez peut-être, si vous le croisez au Parlement européen, échanger avec lui dessus. Puis j'ai 2 questions rapides. Vous pourrez répondre plus tard. L'une, c'est, dans ce rapport, le consensus, c'est de dire l'Union est prête à se transformer en puissance globale, responsable, durable. Est-ce que vous sentez cette potentialité ? En tout cas, c'est le résultat de 46 personnalités de tout le continent et de toutes les sensibilités politiques. Et à mon avis, il y a 5 ans, ce n'était pas possible. J'ai une deuxième question que j'ai posée à Jordan Bardella, mais il ne m'a pas répondu. Et mon fils est revenu à la charge. Victor, mercredi soir dernier, au moment du dîner, m'a dit « Écoute, papa, on m'offre la possibilité, dans une école privée sous contrat, d'aller à Auschwitz. Et je dois faire une lettre de motivation. Est-ce que tu veux m'aider à la faire ?» Et il me dit « Je veux y aller. Parce que j'ai le sentiment que ce qui s'est passé là-bas, qu'un État mette en œuvre l'extermination d'une partie de l'humanité, ça redevient possible en Europe. Qu'est-ce que tu en penses, papa ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et alors, je lui dis, figure-toi qu'on va auditionner les candidats, les têtes de file aux élections européennes, mais tu peux leur poser la question. Et donc la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pensez que c'est à nouveau possible, cette barbarie d'État ? Et qu'est-ce que vous, députée européenne,
présidente d'un groupe au Parlement européen, pouvez faire concrètement pour que ça ne se reproduise pas? Merci. Je laisse la parole à Marion. Vous pourrez répondre plus tard si vous le souhaitez. Et voilà. Merci Guillaume. Merci Guillaume et merci à Europa Nova de nous accueillir pour cette deuxième édition. On est ravis de vous avoir ici, l'audience dans la salle et l'audience que je sais très nombreuse en ligne pour suivre ce soir cet entretien avec Valérie Hayé, tête de liste aux européennes pour le parti Renaissance, tête de liste Besoin d'Europe. Quelques mots très importants pour nous cette période parce qu'on est évidemment en campagne pour les européennes. Le 9 juin, une échéance importante qu'on couvre à tous les échelons en Europe avec un dispositif exceptionnel sur politico.eu, notre site d'information. On est notamment cette année co-organisateur du grand débat de Maastricht des européennes avec les représentants des différents partis européens sur scène fin avril. Et puis bien sûr des articles tous les jours et une couverture le jour des élections qui sera très importante, et sur l'échelon français également tous les jours du lundi au vendredi et même le dimanche dans Playbook et dans Dimanchissime, Playbook qui est l'équipe ce soir sur scène. Période aussi importante pour nous politico puisqu'on se développe très fortement en ce moment. On va lancer mardi, semaine prochaine, une couverture dédiée sur les sujets des politiques énergétiques et climatiques du gouvernement, où on parlera pas du Green Deal, mais de toutes les politiques du gouvernement français et évidemment de sa position aussi en Europe sur ces sujets. Et puis un peu plus tard, on va également développer notre couverture sur les sujets de politique numérique sous la marque Politico Pro, donc abonné réservé aux professionnels des affaires publiques. Quelques remarques logistiques pour rendre cet événement le plus interactif possible. On aime beaucoup prendre les questions de l'audience que vous pouvez poser, que vous soyez en ligne ou présent ici sur l'application Slido. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez la télécharger à l'aide du QR code sur cet écran. Et on promet de faire place aux questions de l'audience. Vous pouvez également commenter sur les réseaux sociaux avec la mention Live Politico, donc @LivePolitico, si vous voulez notamment être pris par nos comptes Twitter, et le hashtag Playbook Paris élection au singulier. Voilà, c'est fini pour la pub et les remarques logistiques. Je vais tout de suite faire venir Pauline de Saint-Rémy, chef de notre service politique, et Anthony Latier, co-auteur de notre newsletter Playbook, et bien sûr Valérie Hayé, qui peut monter sur scène. Merci de les applaudir. Bonsoir Valérie Hayé. Bonsoir. Et d'ailleurs, pardon. Hayé, merci. Je voudrais bien le prononcer, ça doit être un combat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas vous représenter. Je pense qu'en plus, tous les gens qui sont dans cette salle vous connaissent, ceux qui nous suivent aussi. Alors, on va en reparler un peu plus tard précisément. Je voulais juste dire un mot pour commencer du contexte politique dans lequel on se retrouve, dans lequel vous vous trouvez. Il y a un dernier sondage sur les élections européennes qui est paru cet après-midi. Vous l'avez sans doute vu. C'est l'Institut Harris Interactive. Alors, il est particulièrement inquiétant pour vous, à mon sens. Il y en a eu d'autres de moins inquiétants, on peut le préciser, mais il place la liste Renew, dont vous êtes la tête d'affiche, à 17% d'intention de vote seulement. Il fut un temps où on disait que si elle était en dessous de 20 le 9 juin prochain, ça serait véritablement un échec pour le président de la République. À seulement 4 points de Raphaël Glucksmann pour la liste soutenue par le Parti Socialiste et Place Publique, donc plus que 4 points d'écart, et un Jordan Bardella pour le Rassemblement National, qui plane, on peut le dire, à 31% d'intention de vote. Il bénéficie peut-être en partie du retrait de Nicolas Dupont-Aignan. On reparlera à la fin peut-être plus précisément des sondages. Voilà, c'était simplement, sans vouloir être désagréable d'entrée de jeu, pour redonner un peu le contexte politique qui n'est pas évident pour vous, mais on est encore à 2 mois de l'élection, peut-être un petit peu moins. En tout cas, voilà, une tendance se dessine et la dynamique n'est pas totalement en votre faveur. On parlait beaucoup d'un duel entre le Rassemblement national et la liste macroniste. C'est un petit peu moins le cas. Vous êtes 3, on peut dire, à faire la course en tête. Et c'est vrai qu'on va vous poser pas mal de questions sur Raphaël Glucksmann, vous verrez. Juste pour commencer, je crois que vous revenez d'un meeting, une réunion publique à Bruxelles. Vous étiez aux côtés de Pascal Canfin. Entre autres. Oui. Non, mais il a notamment communiqué dessus. Il est, alors rappelons-le, il est président de la commission environnement au Parlement européen. C'est une figure de la majorité présidentielle, enfin du groupe Renew. Est-ce qu'il sera sur la liste? Je commence par cette petite question. Est-ce que vous me permettez d'abord de répondre à Guillaume Clossat de manière très très courte? Ouais. Très. Sur la puissance, je pense qu'on aura probablement l'occasion d'y revenir, mais simplement puisque ça m'a touché la question de Victor.
à son âge, d'être si conscient des risques qui pèsent sur notre démocratie européenne. Je trouve que ça en dit long sur probablement son entourage familial et la conscience qu'il a des enjeux européens et de ces élections qui sont historiques. Probablement les élections les plus importantes de l'histoire du Parlement européen depuis qu'il est élu au suffrage universel direct. Et simplement, une réponse très courte, c'est se battre parce que se battre pour continuer à avancer, pour construire le projet européen, parce que moi je fais partie de ceux qui croient dans le projet européen, qui est un projet de paix. Alors évidemment, on aura l'occasion de parler de l'Ukraine, de la Russie, de la guerre de Vladimir Poutine, mais fondamentalement, le projet européen, c'est un projet démocratique de liberté quand on a, y compris en France et dans le débat européen, des propositions qui sont en fait des propositions de division de la société. Et c'est fondamentalement des visions totalement opposées du projet européen. Je ferme cette très courte parenthèse. Pascal Canfin, vous saurez très bientôt quelle est la liste, quels seront les colistiers qui m'accompagneront. Moi, je suis très fière du travail qu'on a fait avec Pascal Canfin, qui a été, évidemment en tant que président de la commission environnement, mais nous collectivement, l'un des artisans du Green Deal. Moi, je suis fière du travail de Pascal Canfin, du travail de la majorité présidentielle en faveur du Green Deal, de Pacte Vert, qui est beaucoup caricaturé en ce moment. Et d'ailleurs, je constate que Pascal Canfin lui-même est beaucoup caricaturé. Je voudrais qu'on sorte de ces caricatures. Vous le regrettez ? Bien sûr, je le regrette. Si je vous pose la question, vous l'avez très bien compris, c'est parce que on sent qu'il y a un tiraillement entre vos positions écologistes et la question de la défense des agriculteurs notamment, et on a l'impression que Pascal Canfin, il ne faut pas en parler. Je suis très fière du travail de Pascal Canfin. Le Green Deal, le Pacte Vert, c'est notre bilan. Je suis aussi, ça a été beaucoup dit, je suis fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur, sœur d'agriculteur. Je suis fière de ça et de mes racines et de mon histoire et de l'actualité de ma famille. Je n'ai jamais opposé agriculture et environnement. Je n'ai jamais opposé agriculture et Europe. Et je pense qu'il faut rappeler ces fondamentaux. Les agriculteurs ont besoin d'Europe, ils le savent. Moi, j'ai vécu dans une ferme, j'ai grandi dans une ferme. Très probablement que sans la politique agricole commune, j'aurais eu peut-être une autre vie. C'est ça la réalité. La politique agricole commune, aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros d'aide pour les agriculteurs français. Et on a verdi cette politique agricole commune. Donc, pas d'opposition. Voilà. Le Green Deal ne vient pas s'opposer aux enjeux agricoles. Et puis, les agriculteurs sont à la fois les premières victimes du changement climatique et sont aussi les premiers acteurs de la lutte contre le changement climatique. Donc je suis tout à fait à l'aise et aucune contradiction. Soit des vôtres. Justement, il y a quelques jours, il y a eu une modification de la PAC, notamment poussée par le gouvernement français, par Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Et en même temps, vous défendez le Green Deal. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la remise en cause de la PAC, notamment des mesures environnementales, et votre soutien au Green Deal? Il n'y a pas de remise en cause. On a d'abord peut-être revenir sur la politique agricole commune qu'on a négociée en arrivant au Parlement européen. D'abord, on a sécurisé le budget de la politique agricole commune. Ce n'était pas gagné. J'ai fait partie des négociations, j'ai sécurisé ce budget-là. Quand je dis que ce n'était pas gagné, c'est qu'on a en Europe des pays qui considèrent qu'on met trop d'argent sur la politique agricole commune, qu'il vaudrait mieux mettre plus d'argent sur la transition environnementale ou la transition digitale. Nous, on dit, en fait, ça ne doit pas s'opposer. Il faut continuer à soutenir nos agriculteurs parce qu'on a des enjeux très forts de souveraineté alimentaire. Mais il faut aussi mettre de l'argent sur la table pour soutenir la transition environnementale et la transition digitale. Donc, la première victoire qu'on a obtenue, c'est de sécuriser ces fameux 10 milliards d'euros par an qui viennent à nos agriculteurs français. C'est important en termes de soutien. Et je ne connais pas un agriculteur qui renonceraient aux aides de la PAC. Ils sont souvent mécontents du versement tardif de la PAC, donc c'est bien la démonstration qu'ils ont besoin de ces aides de la politique agricole commune. Et au-delà de la sécurisation du budget, on a réformé cette politique agricole commune avec 3 priorités. 1, de meilleurs revenus pour les agriculteurs. 2, un accompagnement dans la transition environnementale. Et 3, cet enjeu de la souveraineté alimentaire. C'est ce qui a été au cœur de la négociation et de la réforme qui a été la nôtre. Et aujourd'hui, on a, vous l'avez rappelé, une demande formulée par le gouvernement français, mais pas que nous aussi nous avons soutenu, à la suite de la crise agricole. La crise agricole qu'on connaît en France, mais qui a traversé d'autres pays. Je pense à la Pologne, à l'Espagne, à l'Allemagne, aux Pays-Bas. Et dans chacun de ces pays, on voit que la crise agricole, elle se nourrit de contestations sur des mesures nationales et de contestations ou de revendications sur des mesures
européenne. Donc il n'y a pas de renoncement sur les questions environnementales liées à Ajustement, l'agriculture. réponse aux problématiques posées par les agriculteurs et ajustement sur la politique agricole commune. On a demandé une dérogation temporaire sur ce qu'on appelle la jachère. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est une dérogation qui permet de répondre aux inquiétudes des agriculteurs. Et vraiment, je le redis, ajustement, pas remise en cause. On reste sur la ligne qui est la nôtre, accompagnement des agriculteurs dans la transition environnementale et pas d'opposition entre agriculture et environnement et pas d'opposition entre production et environnement. Sur le Green Deal, tout de même, ce que vous dites en substance, c'est que le temps est venu, le temps est celui de la mise en œuvre désormais. Fondamental. Est-ce qu'on peut aussi comprendre ça? Emmanuel Macron a dit la même chose au niveau national sur les mesures environnementales d'une manière générale. Est-ce que ce n'est pas une façon un peu dissimulée de dire pour l'instant, on met ces mesures-là en pause, il n'y en aura pas de nouvelles, pas tout de suite? Est-ce que vous continuez à dire qu'il faut aller plus loin? On a parlé de pause normative aussi. Alors, il faut savoir que quand on est arrivé au Parlement européen en 2019 et quand on a décidé de soutenir Ursula von der Leyen, nous, majorité présidentielle, on ne lui a pas fait un chèque en blanc. On lui a donné un programme de travail qui était la condition à notre soutien. Et dans ce programme de travail, il y avait notamment le soutien aux agriculteurs et il y avait notamment le Green Deal. Ce fameux pacte vert, ce n'est pas uniquement les textes dont on parle là, ce n'est pas uniquement les enjeux agricoles, il y a aussi la lutte contre la déforestation importée, la taxe carbone aux frontières, le recyclage, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on avait une feuille de route qui était précise et détaillée. C'est plus de 75 lois. On arrive à la fin du mandat, on a quasiment tout adopté. Maintenant, l'enjeu, il n'est pas question de pause réglementaire, pas pause réglementaire à mon sens, c'est qu'en fait on est au bout du Green Deal, des textes qu'il fallait adopter. Maintenant, ce qui est fondamental, et ce sera l'un des enjeux du prochain mandat, c'est effectivement la mise en œuvre, avec à mon sens une accélération sur l'accompagnement financier et l'accompagnement humain. Et oui, je suis convaincue que ce sera l'un des enjeux du prochain mandat. Mais est-ce que vous ferez de nouvelles propositions pour aller un peu plus loin que le Green Deal, faire une nouvelle étape du Green Deal ou on arrête là? Je pense qu'on est au bout. On verra s'il y a besoin d'avancer encore sur certains textes. Mais vraiment, pour moi, le Green Deal 2.0 de la prochaine mandature, c'est d'appliquer les mesures et les lois très ambitieuses qu'on a votées maintenant. Il faut que ces lois, elles puissent être mises en œuvre. On a parlé de la PAC, on a un ajustement. S'il y a besoin d'autres ajustements, on verra. Mais en tout cas, l'ambition qu'on a portée dans la lutte contre le changement climatique pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et embarquer tout le monde, c'est important d'avoir cette priorité-là. Ça doit être l'objet de la prochaine mandature. Dans le paquet du Green Deal, il y a la loi sur la restauration de la nature. Beaucoup caricaturée, là aussi. Oui, qui prévoit la restauration de 20% au moins des terres et des mers de l'Union européenne d'ici 2030. Ça a été voté par le Parlement européen, vous l'avez voté, c'est bloqué actuellement et le texte sera sans doute enterré. Est-ce que ce n'est pas un problème, le fait que ça soit voté par le Parlement et maintenant bloqué par les États? On a eu ce texte-là, il a là aussi fait l'objet de beaucoup de caricatures. On a eu l'année dernière au Parlement européen des votes assez surprenants au sujet de ce texte. Nous l'avons voté. Une partie du groupe, effectivement, je ne vais pas vous dire l'inverse, je vous mentirais si je vous dirais l'inverse. Une partie minoritaire de groupe, mais quand même une partie du groupe. Cette loi, elle a véritablement été caricaturée. À la fin, on l'a votée. On est sur un texte qui est en partie vidé de sa substance, qui ne concerne en rien des obligations, qui n'impose en rien des obligations au monde agricole, qui fixe des objectifs et des obligations de moyens aux États. Donc l'enjeu, c'est effectivement de restaurer les écosystèmes marins et terrestres pour contribuer à la restauration de la biodiversité. C'est l'un des éléments de ce pacte vert qui nous permettra aussi de mieux respecter la planète et à la fin de créer les meilleures conditions de production et de respecter à la fois notre planète et nos agriculteurs. Justement, et donc vous dites qu'il y a une partie en effet du groupe Renew qui n'a pas voté pour ce texte l'an passé. Est-ce qu'il y a un problème de cohérence au sein de votre groupe sur ces sujets-là? J'aime toujours ces questions-là parce que vous savez, souvent on me pose la question dans la bulle européenne, on dit mais franchement chez Renew il y a beaucoup de divisions. Hein. Est-ce qu'on pose la question au PPE? La droite européenne. Personne ne pose la question au PPE. Moi, je vais vous le dire. Cohésion au sein de mon groupe, 89%. Cohésion au sein du PPE, 89%. C'est quoi le problème? On n'a pas. Parce que c'est inévitable dans un groupe au Parlement européen. Mais parce qu'il y a de la diversité, des sensibilités. Parce que quand on siège dans un groupe au Parlement européen, il y a la sensibilité politique qui est propre au groupe, avec une identité très forte. Moi, je peux vous citer énormément de priorités, évidemment, qui font la force de mon groupe politique, sur l'état de droit, sur la compétitivité, sur le Green Deal, sur la nécessité de réformer, d'engager des réformes institutionnelles, sur le soutien à l'Ukraine. Et puis, il y a des sensibilités qui s'expriment
aussi parce qu'il y a des sensibilités nationales qui sont très fortes. Dans votre groupe, c'était notamment avec la délégation allemande sur la question des moteurs thermiques, par exemple. Par exemple, et puis je vais vous donner l'un des sujets que je maîtrise le mieux, à savoir les questions budgétaires et fiscales. Ben oui, quand vous êtes un Nordique, vous n'avez pas exactement la même approche que les Français ou les Espagnols sur les questions budgétaires et fiscales. C'est l'histoire propre à chacun des pays. À la fin, moi, ce que je retiens, c'est que dans mon groupe politique, on a toujours été à la recherche de compromis, y compris sur des sujets particulièrement sensibles. Je vais vous donner l'exemple du plan de relance. On a la crise sanitaire. L'Europe est confinée. Nous, délégation française, et j'étais à la manœuvre avec quelques-uns de mes collègues, je décide de porter l'idée d'un plan de relance pour sauver nos économies, sauver nos emplois, aider nos entreprises. La première étape, c'était évidemment de trouver un accord au sein de mes collègues du groupe Renew. Alors évidemment, mes collègues suédois ou allemands, a priori, leur dire qu'on va faire un endettement en commun, c'est pas dans leur ADN. Donc ça a crispé un peu, on a eu des discussions un peu fortes, tout le monde n'était pas d'accord, mais on a réussi à emporter une majorité du groupe Renew pour porter cette proposition au Parlement européen. Et à la fin, on a réussi à la faire endosser par le Parlement européen. J'ai réussi à convaincre mes collègues allemands de la CDU, qui a priori ne sont pas des grands amateurs par principe de l'endettement commun. C'est ça le Parlement européen. C'est ça l'Europe aussi. On a a priori des divergences d'approche. On se met autour de la table en essayant de trouver la solution la plus adéquate et qui réponde vraiment aux problématiques. Ça donne le plan de relance, 750 milliards d'euros et 40 milliards pour la France. Dans votre groupe, il y a des eurodéputés qui appartiennent au parti VVD, le parti néerlandais du Premier ministre Mark Rutte. Aux Pays-Bas, c'est l'extrême droite qui a gagné, c'est Geert Wilders, et il essaye de faire une coalition, justement. Qui est arrivée la première. Qui est arrivée en premier, et qui essaye de former un gouvernement, et il discute notamment avec le VVD. Si le VVD, qui donc est membre de Renew, rentre dans une coalition avec l'extrême droite aux Pays-Bas, est-ce qu'ils doivent sortir du groupe Renew? Est-ce que c'est une ligne rouge ou pas? Aux Pays-Bas, il y a un process qui est partagé, c'est-à-dire qu'il y a des discussions qui sont organisées de manière un peu automatique. Moi, j'ai entendu ce que m'ont dit mes collègues du VVD siégeant au sein de mon groupe, pas d'accord, pas de deal de près ou de loin avec l'extrême droite. La ligne, elle est extrêmement claire. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines, ça a été clarifié une nouvelle fois, si besoin, puisque les négociations n'ont pas abouti. Et probablement que... Donc, il y a encore des négociations qui se prolongent, mais sans l'extrême droite. S'il y avait un accord. Oui, ce serait un problème. Je vous le dis, oui, bien sûr. On va parler justement d'extrême droite et d'équilibre au Parlement européen. Ça me permet de redire quelle est la position qui est la nôtre vis-à-vis de l'extrême droite. Au Parlement européen, on applique ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Alors, on comptait vous en parler. Allez-y, expliquez-nous la façon dont vous le concevez, qui n'est pas nécessairement la même que la façon dont les députés Renaissance ou disons macronistes la conçoivent à Paris. Moi, je vous parle du Parlement européen et de ce qu'on fait au Parlement européen. On ne donne pas de responsabilité à l'extrême droite. Pas de présidence de commission. Jordan Bardella disait la semaine dernière qu'il viserait, pas lui personnellement, mais la présidence de la commission agriculture. Ah oui, bon, très bien, intéressant. Encore faut-il qu'il y ait un accord de coalition qui le permette. Et voilà, en fait, ce qui se passe au Parlement européen, c'est que les pro-européens, ceux qui croient dans le projet européen, s'organisent, non pas pour empêcher les autres d'avoir des responsabilités, mais simplement qu'on a une vision différente du projet européen. L'extrême droite veut détricoter le projet européen. Et c'est fondamentalement, c'est orthogonal avec ce pourquoi nous sommes élus au Parlement européen. Donc, nous décidons de ne pas leur donner de responsabilité, pas de présidence de commission, pas de vice-président, ce qui, et j'insiste, ce qui ne les empêche pas de travailler. Ce qui ne les empêche pas de participer aux négociations. Ce qui ne les empêche pas de déposer des amendements. Quand on regarde les résultats, est-ce qu'ils participent aux négociations alors qu'ils sont invités? Non. Est-ce qu'ils déposent des amendements? Très peu. Jordan Bardella rappelle régulièrement qu'il est un membre de l'opposition, c'est pas pour prendre sa défense, mais juste pour reclarifier les choses, là vous parlez bien des deux groupes dits nationalistes, Identité et Démocratie et ECR, dont on pourrait dire qu'ils ont des sensibilités un petit peu différentes. ECR, c'est le groupe où siège notamment Fratelli d'Italia, dont une des figures de proue est Giorgia Meloni, bien sûr. Identité et Démocratie, c'est le groupe dont fait partie la délégation du Rassemblement national. Les deux, je crois, comptent autour de 80 membres actuellement. Si on se fie au sondage actuel, devrait grossir énormément, l'un comme l'autre. Est-ce que ECR, du coup, prenant du poids notamment, ECR qui passe des deals avec le PPE, en tout cas c'est plus
que c'est quelque chose qui n'est plus du tout exclu, qui est sur la table. Est-ce que ça serait un problème pour vous d'abord? Est-ce que vous vous engagez à ne pas travailler avec ECR? Vous dites souvent que vous le qualifiez d'extrême droite. Oui. Pour vous, est-ce que passer des deals avec ECR, c'est un problème pour vous? Non, moi, en juin, après les élections, je ne m'assois pas à la table des négociations pour distribuer nos responsabilités. Je ne m'assois pas à la table des négociations avec l'ECR. L'ECR, c'est l'extrême droite. L'ECR a accueilli encore récemment Nicolas Bay, le candidat Reconquête. Et prochainement peut-être d'autres députés. Donc oui, c'est l'extrême droite sans ambiguïté. Giorgia Meloni, c'est sans ambiguïté l'extrême droite aussi. Et puis j'entends souvent des commentateurs dire mais il pourrait y avoir un deal entre le PPE, donc la droite européenne, et le CR, le groupe de Giorgia Meloni. Il faut savoir que dans le CR siège le PiS polonais, le Parti droit et justice. Et dans le PPE siège le parti de Donald Tusk, le nouveau Premier ministre polonais. Je n'imagine pas une seule seconde que Tusk accepte la moindre négociation avec le PiS. C'est un exemple parmi d'autres sur le fait qu'une alliance ou une velléité du PPE de travailler avec le CR et l'extrême droite, d'abord, à mon sens, serait une erreur absolue, majeure, parce que je pense que l'efficacité du Parlement européen et du projet européen, elle tourne autour de la coalition actuelle, c'est-à-dire la droite, les socialistes et Renew. On verra si les Verts décident de s'inscrire dans une logique de responsabilité gouvernementale et de s'associer à cette future majorité. Mais je pense que c'est comme ça qu'on travaille de la manière la plus efficace au service des Européens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'en juin, il n'y ait pas de majorité entre les trois groupes que vous avez évoqués avec la poussée de l'extrême droite? Alors même les sondages, alors on verra, parce que moi-même je suis la première à dire les sondages c'est une photo à l'instant T, et effectivement, mais moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense que nous trouverons une majorité PPE, donc droite, PPE la droite, SND les socialistes et Renew la famille centrale. Les chiffres même les plus conservateurs confirment qu'on aurait cette majorité. À voir si les Verts veulent la soutenir ou pas. J'insiste en étant dans une logique de responsabilité et en sortant des postures. Je sais qu'il y a un petit débat au sein des Verts européens sur la stratégie à avoir. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait une minorité de blocage sur certains textes qui soient l'effet de l'extrême droite et d'une alliance avec la droite européenne. C'est l'objectif affiché de Jordan Bardella. Alors moi, je vous dis, si j'ai une inquiétude majeure pour nos premières semaines au Parlement européen, c'est que si on se replace en 2019, Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, PPE, a été élue à 9 voix près, dans un Parlement européen qui était, on peut l'imaginer, plus stable que celui que sera ce que sera le Parlement européen demain. Donc on a un risque de mettre énormément de temps avant d'avoir un ou une présidente de la Commission européenne élue, et ensuite d'avoir énormément de temps avant d'avoir le collège des commissaires constitué. Donc on a un risque de blocage institutionnel. En fait un blocage institutionnel sur c'est plusieurs très mois. possible. C'est très possible. Et effectivement, il faudra tout faire pour se mettre au travail le plus vite possible. Mais je pense que, autant je suis persuadée qu'on retournera sur une majorité et un accord de coalition autour du centre européen, des groupes centristes et centraux européens avec la droite et les socialistes, autant je m'interroge sur dans quelle mesure le Parlement sera en capacité d'élire un ou une prochaine présidente. Alors justement, pour rester sur la question des futurs équilibres au Parlement européen après le 9 juin, un de vos arguments de campagne, c'est de dire que le vote utile, c'est le vote Renew. Est-ce que c'est pas un argument qui peut se retourner facilement? Aujourd'hui, si on se fie aux sondages, toujours eux, il y a un risque pour vous de ne plus être le troisième groupe du Parlement européen. Donc de ne plus avoir cette position charnière que vous revendiquez, je sais pas si ou pivot, je ne sais pas si c'est un terme que vous utiliseriez. Vous pourriez être 4e, voire 5e si on se tient aux sondages les plus pessimistes en ce qui vous concerne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? D'abord, les derniers sondages, puisque vous évoquez les derniers sondages pour la France, les derniers sondages européens démontrent qu'on conserverait notre troisième place. Et par ailleurs, donc évidemment, moi, je vais me battre avec mes collègues Renew pour qu'on ait un maximum d'élus possible pour continuer à peser. Quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre, c'est aussi le positionnement qui compte. Et mon groupe politique, le groupe Renew, c'est le groupe centriste et central. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité qui se fond sans le groupe Renew. Et il n'y a
pas d'équilibre au sein du Parlement européen qui se font sans le groupe Renew, puisqu'on est le barycentre entre, par définition, la droite et les socialistes. Et souvent, quand au sein du groupe Renew, on arrive à trouver une position d'équilibre, c'est souvent celle qui emporte la position du Parlement européen. Donc ça, c'est dans notre ADN, c'est dans les positions qui sont les nôtres, cette culture de gouvernement. Et quoi qu'il en soit, l'influence qu'on aura restera importante. Quand les sociodémocrates, en l'occurrence Raphaël Glucksmann en France, disent regardez les victoires qu'on peut obtenir, comme par exemple sur les travailleurs des plateformes récemment, enfin je ne sais pas si vous considérez que c'est une de leurs victoires, mais ils en étaient à l'initiative. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils en étaient à l'initiative. Leur président, oui. En fait, moi j'ai une collègue qui s'appelle Sylvie Brunet, qui a été à l'initiative du rapport sur les travailleurs des plateformes. Qui est à l'initiative, qui a fait le premier rapport, qui a donné naissance à ce texte proposé par la Commission européenne. Pour vous, ce n'est pas du tout une victoire des sociodémocrates, admettons, mais est-ce que le vote utile, aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer que voter social-démocrate, ça permet de faire peser ce groupe-là aussi, et donc les deux arguments finalement se valent? En quoi finalement le vote... Vous parlez de voter pour les Français au groupe sociodémocrate ou pour... Oui. Alors moi, ce que je vois, c'est que, je vous l'ai dit, je préside un groupe de plus de 100 élus, composé d'une délégation française qui pèse. Et je préside, donc je pèse évidemment dans ce groupe-là. Très majoritaire. Je constate que, d'ailleurs ça vaut pour les LR au sein du groupe PPE, mais puisqu'on parle des socialistes, je constate que les socialistes sont 6 dans un groupe de 145 et qu'ils en aucun cas n'influencent la ligne de leur propre groupe politique. Je vais vous donner quelques exemples. Le pacte de stabilité et de croissance, négocié notamment par le groupe politique des socialistes, qui va être soutenu par les socialistes ne le soutiennent pas. Immigration, le texte est négocié avec les socialistes. Il sera soutenu par les socialistes. Les socialistes français ne le soutiennent pas. Le plan de relance, ça en surprendra probablement un certain nombre d'entre vous. Le plan de relance que nous avons porté n'a pas été soutenu par les socialistes français. Vous dites qu'eux sont minoritaires au sein de leur groupe, tandis que vous êtes influent au sein du groupe. Et simplement, moi j'ai été élue en 2019. Quand on veut être efficace en Europe, on crée des deals, on fait des compromis, on n'est pas d'accord avec tout. Mais on mouille la chemise. C'est ça l'Europe. On ne peut pas dire il y a un petit truc qui ne nous va pas, donc on vote contre. On essaie de faire bouger les lignes. C'est ça la manière d'être influent, et c'est comme ça qu'on véritablement on est acteur et on sert véritablement les intérêts des Français. C'est ça l'influence. C'est ça ce qui compte à la fin. Vous parlez de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce qui est peut-être difficile à comprendre quand on est en France, c'est que elle n'est pas de votre parti. Ouais. Emmanuel Macron l'a imposée. Vous l'avez invitée, elle a été soutenue par la majorité des chefs d'État et de gouvernement. Vous l'avez invitée au congrès de Renaissance là, à la rentrée, et là, depuis quelques semaines, vous ne faites que la critiquer. Donc, on a du mal un petit peu à comprendre. Thierry Breton n'a pas été tendre avec elle. Je dis vous, mais c'est certains de Renew. Est-ce que du coup, c'est un jeu politique, ou est-ce que vous ne la soutiendrez pas, par exemple, si elle se représentait et s'il était proposé au Parlement en juin? Alors, simplement pour ceux d'entre vous qui êtes moins connaisseurs des rouages du Parlement européen, au Parlement européen, on fonctionne par coalition. Et nous, depuis le début du mandat, on est membre de cette coalition von der Leyen, c'est-à-dire une coalition composée de la droite européenne, le PPE, des sociodémocrates européens, des socialistes, et de Renew. C'est-à-dire qu'en 2019, on a décidé de soutenir Ursula von der Leyen en contrepartie d'un programme de travail qu'on lui a demandé. Et donc on assume. Le bilan de von der Leyen, aujourd'hui, c'est aussi le nôtre, parce que c'est nous qui lui avons demandé, c'est nous qui avons exigé d'elle qu'elle nous propose un texte pour réguler les géants du numérique, pour vous protéger sur les réseaux sociaux. C'est nous qui avons exigé de Ursula von der Leyen de préserver le budget de la politique agricole commune. C'est nous qui avons exigé de Ursula von der Leyen qu'elle décline, qu'elle nous fasse des propositions pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. C'est nous qui avons exigé d'elle qu'elle nous fasse une proposition pour créer enfin cette taxe carbone aux frontières qui a été portée par tous les présidents de la République successifs. Donc oui, son bilan, c'est aussi le nôtre. Après, vous dire qu'on lui signera un chèque en blanc demain, ben non, parce qu'on a encore des divergences de position. Moi, j'ai des déceptions ou des éléments que je ne partage pas. Alors ça, vous allez dire que c'est embrouille interne, mais quand même, elle nous avait fait des promesses. Elle nous avait promis le droit d'initiative législative pour le Parlement européen. On ne l'a toujours pas vu. Il y a 2 ans, elle nous a promis qu'elle proposerait un vrai fonds de souveraineté pour sortir de nos dépendances. On en a vu un petit truc qui s'appelle STEP, doté à la fin quelques milliards d'euros. Son propre groupe politique, aujourd'hui, être en train de proposer de gérer les flux migratoires en externalisant les flux migratoires. Et je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples comme cela. On arrive dans une période de campagne électorale.
Et c'est normal, chacun va faire valoir ses priorités politiques. Et le soir du 9 juin, on verra quels seront les équilibres. On verra quelles seront les discussions. Pas de revoter pour elle. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Je n'exclus pas de revoter pour elle, je n'exclus pas de ne pas revoter pour elle. On verra en fonction des équilibres. Mais pour autant, vous ne présentez pas de candidat, c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre. Parce que c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui. La discussion, alors, il y a deux choses. Il y a quels seront les potentiels candidats dans le cadre de la discussion entre les chefs d'État et de gouvernement. Donc, quel sera le candidat qui sera proposé par les chefs d'État et de gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, on a une discussion au Parlement européen sur un accord de gouvernement, sur les priorités politiques qu'on va exiger du prochain candidat ou de la prochaine candidate à la Commission européenne. Donc c'est pas tant la personne qui compte, c'est le programme politique qu'on va bâtir au lendemain des élections européennes. Et le fait qu'elle donne des gages aussi, qu'elle semble donner des gages à ECR, qu'elle s'affiche avec Giorgia Meloni, fait partie aussi. C'est l'un des points de divergence majeurs. D'accord. Si elle veut de nouveau être candidate à la présidence de la Commission, je vous l'ai dit, je vous ai rappelé les chiffres tout à l'heure, elle a été élue à 9 voix, donc elle sait que probablement ça va être compliqué. Mais elle peut essayer d'aller chercher des soutiens ailleurs, mais en tout état de cause, voilà, menons campagne, on verra quels seront les profils quels seront les résultats et quels seront les profils sur la ligne de départ, et surtout, le programme politique, c'est la priorité. Alors on voulait reparler aussi un petit peu de stratégie de campagne en France, pour le coup. Toujours à propos de Raphaël Glucksmann, il y a une petite ambiguïté, on ne comprend pas très très bien comment vous vous situez par rapport à lui, ou disons plutôt qu'il y a eu une petite évolution depuis le début de la campagne en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que vous avez commencé par marquer les esprits en donnant ce chiffre de 90%, alors ça oscille entre 80 et 90% si j'ai bien compris, de vote commun entre vos délégations si j'ai bien compris. Donc vous avez dans un premier temps semblé vouloir dire, bon au fond c'est un candidat pro-européen comme nous, le vote utile, c'est nous. Puis, peut-être, voyant les sondages évoluer un petit peu en partie en sa faveur, vous avez déclaré sur Public Sénat, dans un premier temps, c'est le Monde qui l'a relevé, que vous étiez d'accord avec lui sur l'immigration. Quelques jours plus tard, non. Le contraire. On a une différence majeure sur l'immigration. Alors, c'est ce que vous avez dit sur Europe 1 quelques jours plus tard. Non. Alors peut-être que je me suis mal exprimée, je ne sais pas comment ça a été repris, mais sur l'immigration, c'est très clair. Vous avez cité 3 sujets. Je suis la seule à voter le pacte asile-immigration. Et lui ne vote pas. Mes adversaires, aucun de mes adversaires ne le votera. Donc, voilà, vous avez évoqué 3 sujets de divergence majeure. Les questions énergétiques. Vous avez dit ne pas vraiment comprendre si c'était un candidat pro-nucléaire, donc l'immigration également dans un deuxième temps. Et la question de la taxation des plus riches. Est-ce que, du coup, pour en revenir à la question de la stratégie, vous pensez que ça a été une erreur dans un premier temps d'insister sur le fait que vous étiez si proches? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi depuis et qui peut-être sème la confusion dans l'esprit des électeurs Mais c'est la logique, je le redis, même si j'ai souligné que sur un certain nombre de textes, les socialistes français se mettaient en marge de leur groupe. Il y a aussi sur beaucoup de textes des positions communes dans le cadre de cette logique de coalition et de compromis au Parlement européen. Ça vaut, même si on a moins de rapprochement avec les LR de François-Xavier Bellamy sur un certain nombre de sujets, il y a aussi beaucoup de votes en commun. Ça, c'est la réalité de la vie politique et de la construction des compromis et des positions au Parlement européen. Après, oui, on a des différences majeures, on a des sensibilités différentes. Sur l'immigration, je l'ai dit, la gauche française, contrairement à son propre groupe politique, ne votera pas le pacte asile-immigration. Le vote est la semaine prochaine. Exactement. C'est le dernier mercredi. vote. Sur les questions énergétiques, on a eu en décembre dernier un vote important sur les petits les réacteurs, les SMR, les réacteurs de prochaine génération, les petits réacteurs modulaires. Raphaël Glucksmann ne l'a pas soutenu. Donc, un coup, il dit qu'il est pro-nucléaire, un coup, et de l'autre coup, il ne soutient pas ces textes-là. Et puis, sur les enjeux de taxation des plus riches, je pense que on a une vraie discussion à mener à l'échelle internationale. Qu'on mène cette discussion à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, les riches, ça fait partie des publics, entre guillemets, les plus mobiles, ils partiront. On n'a pas besoin de ça. Au niveau mondial, ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi ça n'arriverait jamais? On disait ça pour les taxations minimum des entreprises. Moralité, on a réussi à le porter. On n'arrivait pas à le porter à l'échelle européenne, on l'a porté à l'échelle internationale. On a, sans être dans la technique, on a pilier 1, pilier 2 OCDE, taxation des 100 plus grandes multinationales et impôt minimum sur les sociétés. Tout le monde pensait qu'on n'y arriverait pas. On a réussi à finaliser la négociation. Maintenant, il faut s'attaquer à la mise en œuvre. Ce sera le cas d'ici à 2026. Donc, c'est la même réflexion pour la taxation des plus riches. Est-ce que vous allez mettre une mesure de taxation des milliardaires ou des super profits ou une quelconque taxation? Je le souhaite à l'échelle internationale. Je pense que c'est là que c'est la plus efficace. Dans votre parti, il y en a qui proposent de taxer les milliardaires ou les plus riches pour notamment financer
au niveau européen, c'est développement David Amiel notamment ouais. qui a fait cette proposition. Je pense que vraiment, la bonne échelle, c'est l'échelle internationale. Il faut avancer sur ces questions de justice fiscale. Et l'échelle la plus efficace pour nous tous, en Européens et à l'échelle internationale, aussi, c'est vraiment la négociation OCDE. Elle est possible puisqu'on l'a fait sur les entreprises. Raphaël Glucksmann, hier, toujours sur ce sujet de la taxation des plus riches, disait hier sur France 2, proposait de mettre fin au droit de veto des paradis fiscaux. Il veut évidemment faire évoluer les institutions européennes vers plus de fédéralisme encore. Est-ce que c'est une proposition que vous trouvez intéressante ? Si vous me dites qu'il faut remettre en cause le droit de veto et l'unanimité, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on porte depuis 2019, depuis même 2017. Oui, on a un vrai problème avec ces droits de veto et cette règle de l'unanimité qui donne en fait des opportunités de chantage aux uns et aux autres. Je pense évidemment le plus connu des maîtres chanteurs en Europe, c'est Viktor Orban. Pour des raisons qu'on connaît, parce qu'il est le cheval de Troie de Vladimir Poutine, parce qu'il sait qu'on lui coupe les fonds européens, tout simplement parce qu'il ne respecte pas nos valeurs fondamentales. Donc il utilise ce droit de veto pour obtenir des choses en contrepartie. Et évidemment, il faut qu'on puisse revenir dessus et passer sur une logique de majorité qualifiée pour être plus efficace dans nos prises de décision. On n'a pas parlé de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il y avait une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Et il y a une proposition nouvelle qui est sur la table depuis quelques heures qui consisterait à aider l'Ukraine militairement à travers un fonds d'aide de 100 milliards d'euros sur 5 ans, ce qui signifierait que l'OTAN prendrait davantage sa part dans l'aide à l'Ukraine. Est-ce que vous soutenez cette position ou est-ce que au contraire vous dites que c'est dangereux que l'OTAN joue un rôle plus actif dans le soutien à l'Ukraine ? C'est en prévision d'une éventuelle élection de Donald Trump. Je pense que sur le soutien à l'Ukraine, on est cohérent depuis le début. Il faut soutenir l'Ukraine. Moi, j'accueille très favorablement cette proposition de l'OTAN. Et depuis le début, nous, en Europe et en France, on a toujours travaillé sur les deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la défense européenne. Et il faut aussi continuer, c'est-à-dire être plus fort à 27 pour être aussi plus fort à l'OTAN. Donc s'il y a une proposition de la part de l'OTAN, je trouve qu'elle est vraiment bienvenue. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut, nous, en Européens... Non, ça crée les conditions, justement, du rapport de force avec Vladimir Poutine. Pour retrouver une situation de paix la plus vite possible et permettre aux Ukrainiens de sortir victorieux de cette guerre qu'ils n'ont évidemment pas souhaité. Et je le redis, c'est important dans les débats, dans le moment qu'on traverse et dans les débats de ces élections européennes. Les Ukrainiens se battent pour recouvrer leur intégrité territoriale, mais ils se battent aussi pour nos valeurs. Et la menace russe, elle pèse déjà sur nous. Évidemment, quand on est lituanien, on a la conscience un peu plus fine de ce que peut être la menace russe qui est à vos portes. Conscience un peu plus fine que quand on est français. Mais malgré ça, au-delà de la proximité géographique, la menace russe, elle existe déjà pour nous. C'est les cyberattaques sur nos hôpitaux, c'est les cyberattaques sur le site France Travail, c'est les fameuses étoiles juives qui ont été placardées sur les murs au lendemain de l'attaque du 7 octobre pour diviser nos sociétés. Donc Vladimir Poutine et le Kremlin tentent de déstabiliser nos démocraties. Il faut être conscient de ça. Une question, vous évoquez le pacte asile-immigration voté la semaine prochaine. Vous avez voté. Donc ça regroupe plusieurs règlements pour mieux contrôler les frontières, organiser une forme de solidarité. Certains disent, enfin en tout cas les détracteurs disent finalement ça ne va pas changer grand-chose et que ça sera toujours la Grèce et l'Italie qui seront en première ligne dans la gestion des flux migratoires. Moi je voudrais d'abord revenir un peu en arrière parce que ce qui se passe là et ce pacte dont on vient de terminer les négociations. Qui a pris des années. C'est-à-dire que c'était bloqué. La dernière grosse crise migratoire, c'est 2015-2016. Entre-temps, comme on savait que c'était un sujet inflammable, compliqué, les négociations n'ont pas abouti, n'ont pas avancé. Nous, en 2019, pendant la campagne des élections européennes, on avait pris l'engagement de finaliser les négociations sur les questions migratoires. On s'est retroussé les manches. On a aujourd'hui un ensemble de textes qui sont sur la table et qui vont véritablement permettre de répondre à la gestion du défi migratoire. Je pense que c'est important, on le sait, il faut être lucide. Le défi migratoire, c'est un défi mondial auquel il faut apporter une réponse européenne. Ce n'est pas avec des mesures nationales qu'on va répondre au défi migratoire. Et là, avec le paquet de mesures qui sont proposées, ça veut dire qu'on n'aura plus Lampedusa, on n'aura plus la jungle de Calais, et on pourra gérer les flux migratoires, accueillir
les migrants, c'est-à-dire avec fermeté, humanité et responsabilité. Fermeté parce que ceux qui n'auront pas vocation à rester sur notre territoire devront être renvoyés. Ceux qui auront vocation à rester sur notre territoire devront être accueillis dans les meilleures conditions. La droite va encore plus loin dans son programme. Elle dit qu'il faut externaliser l'examen des demandeurs d'asile dans un autre pays, dans d'autres pays. Donc il faut les transférer ailleurs pour que leur demande d'asile soit examinée. Est-ce que ça va trop loin ou est-ce que c'est... Et moi, je crois fondamentalement que le texte qu'on vient de négocier, il va permettre de répondre aux défis migratoires. Donc, alors oui, la droite française, de toute manière, elle s'oppose au texte. Donc, ils n'ont pas de sujet de cas de conscience et de cohérence. Mais le PPE, la droite européenne, dit elle-même qu'il faut déjà externaliser la gestion des flux migratoires. Alors même qu'ils ont négocié ce paquet de textes. Ça veut dire qu'ils considèrent que le texte négocié ne sera pas efficace. J'en doute fort, parce que c'est en général des pragmatiques, soit ils font de la surenchère politique. C'est l'effet de la campagne électorale. C'est l'effet de la campagne électorale, et je trouve que c'est pas responsable. Et par ailleurs, c'est une fausse solution. Et on se mettrait en difficulté. On a déjà un cas qu'on connaît tous, c'est la Turquie, d'Erdogan. Et donc, en fait, on lui donne un levier de faire du chantage sur nous, en fonction de l'humeur, il ouvre les vannes, il les resserre. Il nous reste que quelques minutes, j'ai pas surveillé exactement l'heure, mais il nous reste 5 minutes. Quelques petites questions un peu en vrac, désolé, pour terminer cette interview. La première, vous avez parlé hier de Gérard Depardieu, et des propos qu'avait tenus le président. Il avait expliqué en pleine affaire Depardieu que l'acteur rendait fière la France. Vous avez dit qu'en tant que femme, vous compreniez que ça a été mal perçu, que ça vous avait mise mal à l'aise, il me semble. Est-ce que, au fond, vous dites pas qu'il y a une question un petit peu générationnelle sur ces sujets-là, qu'on peut pas se comprendre? Non, j'espère qu'on peut se comprendre. Et en tout cas, l'évolution de la société le dit. On a besoin d'écouter la parole des femmes, que la parole des femmes soit libérée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit le président de la République dans sa conférence de presse qui avait suivi, en disant qu'il avait eu un regret qui était de ne pas avoir suffisamment souligné le fait qu'il fallait entendre la parole des femmes. Et donc, je pense que c'est un combat qu'on doit mener, une écoute attentive, un respect qu'on doit mener collectivement. On a chacun une responsabilité, nous les femmes, mais pas que vous les hommes, pardon. Et puis dans chacun de nos écosystèmes, entre guillemets, en famille, au travail, en politique. Et c'est important. Et on est dans un moment... Il n'y a pas de féminisme qui pense différemment, un féminisme universaliste dans lequel le président de la République se reconnaît plus particulièrement. C'est ce qu'il dit, un féminisme plus radical qui est né avec le mouvement MeToo, qui parle beaucoup aux personnes de moins de 30 ans, notamment. Moi, en tout cas, ce que je crois, c'est que depuis 2017, on n'a jamais autant fait pour les femmes que depuis 2017. Si on parle un peu de ce qui a été fait depuis 2017, c'est la PMA pour toutes, c'est le congé paternité allongé, c'est le 39-19, c'est le téléphone grave danger, on en a beaucoup parlé et à raison, et moi je suis très fière de ça, c'est la constitutionnalisation du droit à l'IVG en France. Et c'est demain ce qu'on va porter dans la campagne, ce qu'on a porté, déjà ce qu'Emmanuel Macron a porté dès 2022 devant le Parlement européen. Pourtant, il n'est pas vu comme un président féministe. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites. Alors qu'il l'est, et il mène un combat sincère en faveur des droits des femmes. Son bilan parle pour lui. Oui, une question sur Jordan Bardella qui a annoncé aujourd'hui ou hier qu'il séchera le prochain débat avec l'ensemble. C'est la deuxième fois. Voilà. Donc c'était le débat qui est prévu la semaine prochaine sur RFI et France 24. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous trouvez que c'est de l'arrogance? Il a trop confiance en lui? Qu'est-ce que vous direz? Je suis consternée. Je suis consternée. On a eu d'abord, donc il a refusé de participer au débat organisé par LCP et Public Sénat, pardonnez-moi, Public Sénat et le groupe EBRA, donc c'est déjà, et qu'il a appelé Coquelicot TV, donc c'est une insulte à la fois à la chaîne des territoires et à la presse quotidienne régionale. On a de nouveau ce débat auquel il refuse de se rendre. Moi, je suis consternée. Il aborde cette campagne de la même manière qu'il a abordé son mandat au Parlement européen, sans aucun respect pour les Français. Donc moi, ce que je demande aux organisateurs du débat, c'est de ne pas inviter le Rassemblement national à ce débat, qu'il n'ait pas de représentation, sauf si la tête de liste daigne y participer. La dernière fois, c'est Thierry Mariani qui l'avait remplacé. La tête de liste doit y participer. À l'inverse, si ça n'est pas le cas, moi, je me poserai la question de participer à ce débat. Un peu de respect. Parce que par ailleurs, il faut préciser qu'il a accepté de débattre avec vous sur BFM TV, il va débattre avec Raphaël Glucksmann. C'est de l'arrogance. On a besoin d'avoir des temps d'échange qui permettent aux citoyens, à vous qui êtes présents, à vous qui nous suivez, aux citoyens qui auront l'occasion de participer, d'écouter, d'entendre ces débats, d'avoir toutes les têtes de liste ou les principales têtes de liste qui débattent. Donc, moi, je vois du mépris dans la manière dont Jordan Bardella appréhende cette campagne. Donc, s'il n'y va pas, vous n'y allez pas? Je me poserai la question. On décidera en temps et en heure.
Et je demande vraiment aux organisateurs de ne pas inviter le Rassemblement national si la tête de liste refuse d'y venir. Entendu. Une dernière petite question peut-être sur... alors, vous n'allez pas nous révéler ce soir la composition de la liste, vous l'avez dit d'entrée de jeu, on a bien compris. Il a été écrit que Emmanuel Macron souhaitait que François Bayrou et Édouard Philippe soient présents symboliquement, évidemment pas en position éligible, sur cette liste. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, j'ai peut-être pas besoin d'être chaperonné Vous savez, à la fois je le souhaite et en même temps... qu'ils soient ou pas présents sur la liste, ils participeront à la campagne, ils me soutiendront, ils nous soutiendront. Donc le symbole est intéressant, je trouve, mais ce qui compte à la fin, c'est qu'on soit tous embarqués dans cette campagne en format majorité présidentielle. Et je tiens à le dire, on est la plus grande coalition pro-européenne en France, composée de la majorité présidentielle qui existait déjà en 2019 et qui a extrêmement bien fonctionné depuis 2019, c'est-à-dire Renaissance, Horizon, le Parti radical, le Modem, et on a gagné un petit copain, si j'ose dire, avec l'UDI qui nous a rejoint il y a 10 jours, ce qui n'était pas le cas en 2019. Vous avez repéré une question une question sur TikTok. La Chambre des représentants aux États-Unis veut interdire le réseau social en raison de risques d'ingérence étrangère de la part de la Chine. Est-ce qu'il faudrait le faire en Europe ? On a eu une décision du Parlement européen et de la Commission européenne appelant à ne plus utiliser TikTok du fait des risques d'ingérence. Moi, ce que je vois, c'est que les extrêmes sont très présentes. Donc, il faut qu'on se pose des questions sur comment on crée les conditions pour ne pas pour contrer l'espionnage chinois et quand même continuer à s'adresser à nos jeunes qui sont très présents. Les extrêmes sont très présents, mais très populaires chez les jeunes. Jordan Bardella, on voit bien que ça lui est très utile. Je ne sais plus combien il a de followers sur TikTok, mais c'est... Donc il faut trouver un moyen de s'adresser aux jeunes. Et je le dis, quand on regarde les préoccupations des jeunes, il y a la protection de la planète, il y a la protection des droits humains. Et en fait, au Parlement européen, c'est certainement pas l'extrême droite qui a agi en la faveur de la lutte contre le changement climatique ou de la protection des droits des personnes LGBT ou des droits des femmes. Donc c'est ça aussi qu'il va nous falloir faire passer comme message aux jeunes dans les prochaines semaines. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, 27 secondes. Valérie. Moi, je le vois pas en fait, le chronomètre. C'est pour ça que je suis un petit peu embêtée. Merci beaucoup. Encore merci à Europa Nova de nous avoir accueillis. On recevra Raphaël Glucksmann le 17 avril prochain. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, il me semble, et vous pourrez nous suivre également. Merci donc de nous avoir suivis. On n'a pas posé directement les questions de nos internautes, mais qui recoupaient beaucoup les nôtres, notamment sur le Green Deal. C'est ce que je vous disais d'entrée de jeu, qui est un sujet qui intéressait beaucoup nos lecteurs. Donc merci encore, à très vite, bonne soirée. Merci à vous. Merci. We are united in diversity. We are very heterogeneous in our opinion. If we do not renew our partnerships with the rest of the world, Europe will not be relevant. We can make it if we are together as Europeans. Do you genuinely believe that countries will manage to reach these very ambitious targets?